Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando associé par VK. Alors on va parler de la notation des offres en marché public dans ce numéro qui est un numéro double. Mais tout de suite, les brèves de la semaine avec le fait que le juge administratif est compétent pour connaître du licenciement d'un agent titulaire de CCI qui refuse le contrat de droit privé proposé par une entreprise qui reprend cette activité de la CCI. C'est évidemment applicable aux autres chambres consulaires. 2 décrets sur le statut des magistrats de chambre régionale ou territoriale des comptes et de la Cour des comptes, avec pas mal de choses sur les présidents de sections dans les chambres, et puis quelques éléments sur les procédures, y compris pour la responsabilité des gestionnaires publics, y compris d'ailleurs avec la mise en place, enfin, de l'équivalent de télérecours, c'est-à-dire un système où on échange par une application en ligne sur les mémoires. En matière de contrat, en cours de passation de DSP, on parle pas une petite DSP, c'est la DSP du CEDIF, donc on est sur une grande partie de l'Île-de-France, sur des choses très importantes pour l'eau. Et il y a une fuite informatique. Est-ce que je peux colmater cette fuite informatique en disant au candidat, pop, on va considérer comme définitive des offres pourtant intermédiaires que vous m'avez remises récemment, avant la fuite. Oui, sous certaines conditions, avait dit le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Oui, confirme le Conseil d'État dans une décision importante du 2 février 2024 à publier en intégrale au recueil. Autre décision du Conseil d'État sur l'envoi du décompte général et définitif dans le cadre d'un litige. Il y a des précisions sur les nombreux pièges en matière de délai et d'obligation de double transmission. En matière d'énergie renouvelable, vous vous souvenez, on en avait parlé, il y a une loi du 10 mars 2023 qui organisait un système de zonage, des zones d'accélération des énergies renouvelables, d'autres où c'était sous conditions et d'autres où on pouvait sur certaines conditions prévoir qu'il n'y en ait pas. Pour ceci, des modèles de délibération ont été diffusés par l'État. Et en matière d'aménagement toujours, une circulaire sur Lausanne a été diffusée, c'est une circulaire du 31 janvier diffusée le 2 février, qui demande une petite accélération au préfet. Aménagement toujours, en matière de droit de préemption, de ZAC, de détournement de pouvoir, d'avis erroné de France Domaine, une jurisprudence de la CEDH de Versailles est intéressante, elle n'est pas bouleversante de nouveautés, mais il y a des petites choses amusantes, je vous laisse la regarder. Et puis, autre chose, le Code général des propriétés des personnes publiques prévoit un certain nombre de sanctions dans ce qu'on appelle les contraventions de grande voirie. C'est pas du pénal, c'est une amende administrative. Mais il y a des renvois entre ce code et le code pénal. Est-ce que ce renvoi conduit à ce que aussi, comme pour certaines infractions du code pénal auxquelles il est renvoyé, l'amende pour la personne morale peut être quintuplée par rapport à ce qu'encourt une personne physique? Eh ben non, parce que le renvoi n'était pas assez explicite sur ce point précis, nous dit le Conseil d'État. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà. Passons maintenant à notre grand dossier, notation des offres en marché public. Il n'est pas simple, ni en droit ni en pratique, de noter les offres d'un marché public, ni pour la composante prix ou coût global, qui de plus en plus, ni pour les autres critères. Alors attention d'ailleurs, souvent vous allez me dire « Oh non, c'est très simple, moi je fais une règle de 3, le moins cher à 20 sur 20, le plus cher à 0 sur 20. » Non. D'abord parce que même si vous mettez un critère prix à 40 ou 50% seulement, cette méthode, pour peu qu'il y ait pas mal d'écart de prix, va conduire à écraser les autres critères. Donc en clair vous allez avoir du cheap qui tiendra pas dans la durée. Deuxième chose, ce n'est pas seulement que c'est un mauvais choix. C'est que dans certains cas, le Conseil d'État, je vous ai mis ici des références à l'écran, peut considérer que si ça écrase les autres critères, ça peut être illégal. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a plein d'autres méthodes. Oui, mais elles sont pas toutes légales. Celle du barycentre, par exemple, a été censurée le 3 novembre 2014 par le Conseil d'État. Alors, d'autres ont été validées. Donc encore une fois, je vous l'ai dit, une pure moyenne arithmétique des lignes de prix peut également être censurée. Ça a été dit par le Conseil d'État en 2015, et parce que évidemment, s'il n'y a pas les mêmes volumes entre lots, ça marche pas non plus. Ça, c'est un peu une évidence. La méthode du chantier théorique ou chantier masqué est validée par le juge administratif, notamment par le Conseil d'État. Oui, mais sous certaines conditions. Je vous ai résumé. N'hésitez pas à mettre sur pause. Je vous ai résumé tout ceci ici. Et puis, rappelons l'importance des pondérations pour éviter beaucoup de ces biais. Des grandes difficultés en cas de passage au coût global. Alors quand on va passer au coût global, c'est-à-dire que souvent on va prendre le coût des réparations, le coût de l'entretien et de la maintenance. On s'en sort si on fait des sous-critères bien souvent.
Ou alors éventuellement on reconstitue un coût global sur la durée de vie et on identifie un coût annuel, mais c'est parfois très acrobatique. Et puis il y a beaucoup d'autres débats sur la notation, notamment des autres éléments. Alors sur tout ceci, j'ai voulu interroger trois grands spécialistes du sujet, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai vu ou lu les interventions des uns et des autres. Je les remercie d'être avec moi. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. Alors, Evangelia, on va commencer par toi. Pour le prix, quels sont les avantages et inconvénients des différentes méthodes de notation, en se référant notamment à la fameuse note de la DAJ de Bercy sur ce point? Alors, tout d'abord, un constat, Eric. La méthode de notation parfaite n'existe pas. On va comprendre pourquoi par ce que je vais expliquer là. Nous pouvons citer trois méthodes de notation. Nous le trouvons aussi assez classiquement dans la fiche de la DAJ publiée à cet effet. Il y a la méthode classique, la méthode linéaire et la moyenne des offres. L'avantage de cette première méthode, dite méthode classique, qui est quand même largement utilisée par les acheteurs, est de permettre un rapport de proportionnalité entre le montant de l'offre et le nombre de points attribués. En revanche, c'est le constat aussi de la DAJ, elle resserre les notes autour de la meilleure note, elle atténue les écarts de notes pour le prix très haut, ce qui rend impossible l'obtention de la note 0 sur 10. Elle a en conséquence donc de créer, d'avantager les offres de prix les plus élevés. La seconde méthode linéaire tient compte des écarts entre les prix proposés. Cependant, plutôt qu'une évolution courbe en hyperbole, il s'agit ici d'une droite entre deux points extrêmes, ce qui permet de discriminer davantage les offres tout en tenant compte des écarts en présence. Quels sont les inconvénients de cette méthode? L'écart de notation entre les offres dépend directement du nombre d'offres et de la différence qui sépare l'offre la plus compétitive de l'offre la moins compétitive. Les prix les plus élevés obtiennent systématiquement la note 0, alors qu'il peut rester compétitif en valeur absolue. Or, l'offre la moins compétitive doit pouvoir obtenir mieux que 0 si elle reste objectivement compétitive. Et elle désavantage particulièrement les offres au moins 2 fois plus chères que l'offre la plus basse. Cette formule peut s'avérer risquée, donc du coup, en cas de remise d'offres au prix élevé, mais qui ne peuvent être rejetées comme inacceptables, parce qu'on a aussi cette possibilité-là. Mon conseil, ce serait d'utiliser cette méthode lorsque des offres très hétérogènes sont remises pour des prestations bien connues de l'acheteur. Donc, vous savez que le Conseil d'État vous dit aujourd'hui que vous n'avez pas l'obligation de publier les méthodes de notation. Et donc, du coup, vous pouvez vous attribuer là-dessus une marge de manœuvre sur ce point, c'est-à-dire d'utiliser la méthode qui vous semble correspondre au mieux aux offres que vous avez reçues. Et enfin, on a la méthode dite moyenne des offres. Cette méthode vise à comparer les offres par rapport à un prix moyen reflétant avec plus ou moins de précision le prix du marché au moment du dépôt des offres. Cette méthode peut être utilisée dans les cas des prix hétérogènes avec une faible pondération du critère prix. L'inconvénient est qu'elle écrase les écarts de prix, donc les écarts entre les notes sont très faibles, notamment du fait que l'offre la moins chère n'obtient pas 10. Nous recommandons, comme la DAJ, d'éviter cette formule en cas de fort écart de prix ou de remise d'offres économiquement trop élevée. On voit bien donc que la méthode de notation parfaite n'existe pas, et c'est donc à l'acheteur d'utiliser la meilleure méthode en fonction des offres qu'il a devant lui. Passons à toi, Kevin, sur le même sujet. Quelle est ton appréciation sur cette même question, et notamment sur le prix, et voire peut-être le coût global? Quels sont les avantages et inconvénients de ces différentes méthodes? Alors, sur la méthode de notation, je suis d'accord évidemment avec ce qu'a dit Evangelia, en ajoutant que l'effort de l'adage est un premier effort très important, mais plein d'acheteurs viennent nous dire qu'on aurait pu avoir d'autres méthodes qui auraient été expliquées. Évidemment, c'est jamais complet, on peut faire tout un tas d'autres types de méthodes. La seconde précision que j'aurais voulu indiquer, c'est bien souvent les acheteurs ont recours à la méthode de notation consistant à faire des simulations de commandes, des simulations fictives bien sûr. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous la rendez complètement opaque, c'est-à-dire que vous ne dites pas aux opérateurs économiques là où il faut qu'ils fassent l'effort, et donc en espérant qu'ils le fassent partout.
mais parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Soit si vous savez que vous allez avoir, par exemple, mettons que vous ayez 3, 4, 5 UE et que vous allez commander surtout les 2 premières UO, les 2 premiers segments de commande, eh ben, pourquoi est-ce qu'on ne l'indiquerait pas tout de suite pour être sûr que les opérateurs économiques feront l'effort économique là où il faut que ce soit le moins cher pour vous. Voilà. À mon avis, c'est à l'acheteur de trancher cette question-là en fonction de la volumétrie de ce qu'il va commander. Et la troisième chose que je voudrais indiquer, c'est évidemment, on peut ouvrir les offres et regarder quelle est la méthode la plus adaptée, ou alors il y a l'autre méthode, c'est-à-dire normalement il y a un sourcing qui est fait le plus précis possible. Vous avez donc une idée des prix qui vous être appliqués par les opérateurs économiques susceptibles de participer. Moi, ce que je recommande vraiment, c'est de rechercher tout de suite et c'est de faire les tests tout de suite avec le technicien de qu'est-ce que ça donnerait si on avait tel et tel prix qui vous était appliqué en fonction des retours que vous avez avec les opérateurs économiques. Et ça devrait normalement vous permettre de faire le choix de la meilleure méthode sans avoir à en changer, ce qui n'est quand même pas idéal après l'ouverture des offres. Sur le coût complet, je ne vais pas cacher que pour le moment, la méthode elle-même du coût complet, elle n'est pas usitée chez nous, pas encore en tous les cas, et il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui le font. C'est surtout en fait la combinaison des critères qui va vous permettre d'avoir un achat, des critères et des critères qui va vous permettre d'avoir un achat opérationnellement, enfin, économiquement intéressant, et donc d'avoir un coût complet ou un coût global intéressant. Mais vraiment, la méthode du coût global aujourd'hui, nous, on ne l'a pas pratiquée pour le moment. Voilà. Et je ne sais pas si vous, en tant que vous avez affaire à beaucoup d'acheteurs, vous en voyez beaucoup, mais moi, je connais personne qui, pour le moment, la pratique. Et François, à vous la passe sur cette même question. Quels avantages et inconvénients de ces différentes méthodes pour la composante prix ou coût global? Évidemment, la plus usitée, hein, c'est la formule hyperbolique classique, hein, celle que certains appellent la GRAMP, en référence au guide roman de l'achat public. Tout simplement, une méthode inversement proportionnelle qui veut que le prix le moins cher est la note maximale et les autres prix sont notés de manière proportionnelle par rapport au moins cher. C'est celle qu'on utilise le plus, mais elle a ses inconvénients, bien entendu, notamment le fait que plus on s'éloigne du prix minimum, eh bien, plus les écarts sont, par rapport à ce prix minimum, ces écarts de notation sont peu élevés. Donc, on a une sorte de courbe hyperbolique un petit peu ramassée qui a tendance finalement à avantager les prix élevés. Ça peut être utile éventuellement si on est sur des prestations pour lesquelles on a envie d'avantager la valeur technique au détriment du prix. Mais pour cela, je pense que la pondération est un outil plus pertinent. Une méthode qui avait été développée par à l'époque la communauté d'agglomération des portes de Thionville, hein, c'est ça, si je me souviens bien, aux alentours des années 2010, et qui rejoignait un petit peu la dernière méthode soulevée par la DAJ, celle du rapport à la moyenne. Mais la méthode est un petit peu différente parce qu'elle considérait que pour faire très simple, hein, la note de l'offre que l'on souhaitait obtenir était égale à la note maximale, donc 20, 100, selon le barème que l'on a, multiplié par le prix moyen à une certaine puissance, sur le prix moyen à une certaine puissance, plus le prix de l'offre que l'on souhaite noter à une certaine puissance. Et la puissance est déterminée selon la typologie des marchés, alors soit fournitures courantes et services courants, soit travaux ou services et prestations intellectuelles un petit peu complexes. Cette formule-là, elle avait cet avantage de créer une sorte de courbe avec au centre le prix moyen, justement. Et plus on s'éloignait du prix moyen, plus les offres étaient discriminées. Ce qui permettait d'avoir déjà un rapport avec les prix du marché tels qu'ils résultent de la consultation, donc par rapport à ce prix moyen. Et puis donc de discriminer fortement les offres trop fortes et valoriser plus fortement les offres très intéressantes par rapport à ce prix moyen. Ensuite, il y a d'autres variantes qu'on a pu utiliser aussi. Alors moi, que j'ai utilisé quelques fois, mais malheureusement, quand on choisit cette formule dans le règlement de consultation, quand on souhaite l'afficher devant les opérateurs, même si la jurisprudence nous autorise à ne pas le faire, eh bien, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme offre. On peut sourcer autant qu'on veut. On peut se dire qu'on va avoir entre, allez, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6, 8 opérateurs qui vont répondre. Eh bien, la méthode que j'avais tenté d'utiliser, c'était celle qui était reprise de la société d'économie mixte qui s'occupait
du métro de Rennes en tant que mandataire et qui avait utilisé plus ou moins la formule que j'ai essayé de développer là, de la communauté d'agglomération de Thionville, mais avec des écarts à la médiane et un décalage de quelques pourcents. Donc, on affectait un 0,20, un coefficient de 0,20 au prix moyen que l'on devait, enfin au prix moyen et au prix que l'on devait noter. Même type de courbe, une courbe qui avantage les prix très faibles et qui désavantage au contraire les prix très élevés, notamment par rapport au prix médian. Mais ça fonctionne réellement uniquement quand on a à minima 5 ou 6 offres. Donc c'est délicat de se dire que cette offre, elle va être, cette méthode de notation va être pertinente, alors même qu'on ne connaît pas tous les paramètres de la consultation. Donc actuellement, c'est difficile de donner un conseil miracle qui va permettre à tout le monde de choisir une méthode de notation parfaitement adaptée. Tout dépend donc du message que l'on veut envoyer, qu'il se fait aussi par la pondération, et évidemment des conditions de la consultation, donc des prix que l'on va recevoir et du nombre d'offres qu'on va recevoir. Je reste avec vous pour les autres critères. François, quelles sont les autres astuces, mesures de prudence que vous avez à l'esprit en résumant? C'est vrai qu'on vient souvent sur le délai d'exécution. Là-dessus, moi, je conseille de ne pas utiliser le délai d'exécution comme un critère, mais plutôt comme une clause à laquelle on peut déroger. Je voudrais revenir aussi sur d'autres critères avant de venir de manière plus précisément sur la valeur technique. Mais on ne parle pas souvent de la fiabilité qu'on peut calculer de manière mathématique avec le délai de garantie, par exemple, et les conditions de la garantie. Il y a d'autres critères subjectifs qu'on n'utilise pas forcément très souvent, parce que ça dépend de l'objet du marché, évidemment. C'est les critères organoleptiques, esthétiques ou d'ergonomie. Là-dessus, évidemment, étant donné qu'ils sont extrêmement subjectifs, moi, ce que je conseillerais, ce serait d'utiliser un jury qui va tester des échantillons, puisqu'on a la possibilité de demander des échantillons. Mais toute la question, c'est la composition du jury, évidemment, il faut qu'il soit le plus indépendant possible et qu'il soit suffisamment nombreux pour justement lisser les éventuelles personnalités qui pourraient affecter des offres, des notations très, très disparates. Enfin, ça serait vraiment très long, à mon avis, de reprendre un peu les discussions qu'on avait pu avoir sur le forum Comundi, mais la notation de la valeur technique, enfin en tout cas des critères subjectifs, à mon sens, elle doit noter à 0 l'offre qui ne fait que répondre au cahier des charges. Et Kevin, pour les autres critères, quelles astuces, quelles mesures de prudence, là aussi, avoir à l'esprit? Avec une question, je crois, qui t'est chère, sur l'équilibre entre les composants de prix et les autres critères. D'abord, la première chose, c'est que si vous avez un critère prix qui est pondéré à 60%, avec une offre, la meilleure, qui obtiendra 100% de la note, quelle que soit la pondération sur le critère technique, de toute façon, le critère prix l'emportera. Donc, il faut faire bien attention à comment vous allez pondérer le critère prix et quelle est la méthode que vous allez utiliser pour appliquer la note. Si la meilleure offre a la meilleure note avec un critère prix pondéré à 60%, encore une fois, c'est très problématique pour l'attribution parce que le prix va tout emporter. Donc, la question qui se pose, à mon sens, c'est celle de savoir s'il ne faudrait pas, contrairement à ce que font finalement beaucoup d'acheteurs, indiquer que, enfin, en tout cas, appliquer la méthode consistant à ce que, et sur le critère prix et sur le critère technique, la meilleure offre obtienne la meilleure note. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez, je dis n'importe quoi, 15 sur 20 sur le critère technique, eh bien, votre note va être transposée en 20 sur 20, avec évidemment une proportionnalité par rapport aux offres suivantes. Et donc, vous n'allez pas rendre votre critère technique moins fort que le critère prix. Vous allez juste avoir la pondération qui va vraiment avoir l'impact voulu. Alors que si on ne le fait pas, le critère prix, passé à un certain stade, emporte tout. Un dernier conseil pour la route, Evangelia? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ces conseils très utiles de Kevin? Juste se dire qu'il faut être très vigilant, évidemment, à l'application des critères. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit, parce que moi, je vois beaucoup d'erreurs sur le report des critères et la pondération, et surtout se poser les bonnes questions et faire des appréciations bien précises. Une offre ne peut jamais être, vous voyez, l'appréciation ne peut jamais être l'offre est conforme. Évidemment qu'elle est conforme, c'est pour ça qu'on la juge en fait. Vous voyez par exemple où l'offre est irrégulière, régulière, bon voilà, ça c'est pas des qualificatifs. Donc ce que je constate le plus souvent, c'est une inadéquation entre la note qui est donnée
et les qualificatifs qui sont donnés sur le rapport d'analyse des offres par rapport à la valeur intrinsèque de chaque offre. Voilà. Moi, ce serait ça un petit peu le conseil global sur comment juger les offres d'une manière générale plutôt que sur la méthode de notation où on a dit à chaque fois, bah, il faut prendre la meilleure. Et je suis assez pour aussi ce qu'il a dit, Kevin, c'est très intéressant, sur les chantiers masqués ou la commande masquée. Moi, je trouve que pour certains cas, évidemment pas pour tout, mais pour certains cas, ça peut être très intéressant d'avoir cette méthode-là. Et Kevin, pareil, un dernier conseil? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Evangelia. On voit trop souvent une appréciation consistant à dire que l'offre elle est conforme au CCTP ou que c'est conforme à ce qui était attendu ou à ce qui était souhaité. En vérité, il y a un problème majeur de travail en amont, de définition du critère, du critère, de ce qu'on attend en rapport avec le critère et de la méthode. Tout doit être lié et donc il faut avoir préconstruit sa méthode de notation en ayant une idée de ce qu'on peut attendre et de comment on va le noter. Qu'est-ce que c'est? Contrairement à certains économistes ou à certains économistes du droit qui vous expliquent qu'on ne peut pas avoir une méthode de notation consistant à dire que l'offre est très satisfaisante, moyennement satisfaisante, tout ça c'est possible. Simplement, il faut avoir défini ce que veut dire très satisfaisant, moyennement satisfaisant, mauvais, passable, etc. Et c'est là qu'on a un problème. Et ensuite, le deuxième conseil, ce serait de toujours veiller pour l'acheteur à ce que lorsqu'il fasse son analyse des offres, une fois qu'il a défini sa méthode, on se retrouve avec les mêmes éléments qui sont analysés, ce qui permettra enfin d'avoir une analyse réellement comparative de l'offre. Quand vous avez deux offres, c'est facile de dire que l'offre de l'entreprise X est mieux comparée à l'offre de l'entreprise Y parce que pour telle et telle raison. Quand vous en avez 15 ou 20, par exemple sur des marchés de travaux, c'est déjà plus compliqué. Donc, si dans votre grille d'analyse des offres, vous avez analysé les mêmes éléments, que votre méthode de notation vous permet de mettre des points de manière objective, vous avez ensuite votre analyse comparative des offres et vous savez pourquoi l'offre de l'attributaire ou des attributaires dans le cadre d'un marché multi-attributaire est meilleure, sont meilleures que les autres. Voilà. Donc, il faut avoir pré-travaillé cette méthode de notation pour être certain que lorsqu'on bâtit et son CCTP et ce qu'on attend du CCTP de l'offre, parce qu'il ne faut pas que ce soit exactement ce qu'il y a dans le CCTP, sinon ça n'a pas de sens. Et ensuite, vos critères, vos sous-critères, puis la méthode de notation, il faut que tout soit lié, qu'on sache ce qui est attendu et ce qu'on va noter. Et bien souvent, bien souvent non, mais en tout cas ça arrive, on se rend compte que finalement, on ne sait pas trop ce qu'on attend et qu'on dit que l'offre est moyennement satisfaisante ou très satisfaisante ou passable sans réellement savoir en amont pourquoi. Voilà, donc il faut avoir un pré-travail, c'est difficile parce que même nous, quand on vous dit faire une méthode de notation pour le critère prix, c'est assez facile parce que c'est mathématique, mais dès que c'est pour le critère technique et que ce ne sont pas sur des données mathématiques, c'est déjà bien plus compliqué. Sur les délais, sur des données environnementales, sur des données chiffrées, on peut faire une méthode de notation avec une équation, c'est assez facile, mais dès qu'on est sur une analyse plus subjective, il faut arriver à l'objectiviser et à la rendre transparente le plus possible. C'est déjà bien plus compliqué. Donc, avoir travaillé en amont cette méthode de notation, c'est à mon avis fondamental. Et ce qui veut dire connaître son besoin et savoir réellement ce qu'on attend. Merci beaucoup. Moi, ça m'a vraiment intéressé. J'espère que vous aussi. Au revoir. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Allez, merci, à bientôt, au revoir.